Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue au Grand Dialogue. L'insécurité dans le pays, notamment dans le centre, le nord, a atteint des proportions inquiétantes selon certains observateurs. On assiste de plus en plus à des attaques, enlèvements et assassinats dans le pays avec comme cible des militaires mais aussi des civils. Nos invités sur ce plateau, Ismaël Alassane Meiga, sociologue, Boubacar Bokoum, politologue, Ibrahim Meiga, chercheur à l'ISS Mali. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter un petit résumé sur les différentes attaques perpétrées la semaine dernière. Cette semaine, au moins 7 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés au nord ainsi qu'au centre du pays. Les corps sans vie de 5 personnes, dont 3 Maliens, un Burkinabé et un Togolais, ont été retrouvés ce samedi à 8 km de Djanké, dans la région de Tombouctou. Il s'agit des agents de l'entreprise Huawei chargés de l'installation de la fibre. Ils avaient été enlevés hier après-midi après avoir fini de réparer des fibres optiques coupées par des bandits armés. Un peu plus au centre, précisément à Nara, le préfet et son chauffeur ont été victimes d'une attaque ce samedi aux environs de 12 heures à quelques kilomètres de Mourdia sur la route de Bamako. Selon nos sources, lors des échanges de tirs entre les assaillants et les gendarmes de Mourdia, le préfet et son chauffeur ont été légèrement blessés. Cette attaque s'ajoute à la longue liste d'attaques que connaît le nord du pays. Dans la région de Kidal, une mine a explosé vendredi dernier au passage d'un camion à Ouailalam, localité située à 7 km au sud-ouest d'Adelhok. Le bilan de l'explosion est d'un mort et un blessé. À la frontière Mali-Burkina, les corps de 2 réfugiés maliens au Burkina Faso ont été découverts le samedi 2 décembre dernier. Selon nos témoins, les victimes auraient subi des sévices corporels avant d'être froidement assassinés et dépossédés des montants qu'ils avaient et leurs motos incendiées. Les auteurs de ces crimes n'ont pas encore été identifiés. Après avoir écouté ce petit résumé, selon vous, où en sommes-nous avec la situation sécuritaire au pays? Nous allons commencer avec Monsieur Meiga. Merci. Alors, je pense que ce petit résumé, comme vous l'avez dit, illustre assez bien la situation sécuritaire dans le pays. Au Mali, qui se dégrade de jour en jour. C'est un des aspects préoccupants de la situation. Un autre aspect préoccupant qu'on peut identifier, c'est justement ce déplacement, cette propagation de l'insécurité du nord vers le sud en passant par le centre. On entend de plus en plus parler des attaques dans le centre du pays, mais également dans certaines localités avoisinantes de Bamako. Et donc c'est effectivement une source d'inquiétude supplémentaire pour les populations. Alors Monsieur Alassane, que pensez-vous de la situation sécuritaire actuelle? Alors, ce que je pense, la situation sécuritaire actuelle, elle est préoccupante. En fait, elle coupe le sommeil à tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Alors Monsieur Bokoum, quelle est votre observation par rapport à la situation sécuritaire? Je pense que les deux prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel sur cet aspect sécuritaire qui, comme il l'a dit tantôt, est vraiment très très inquiétant, mais en réalité il faut comprendre que nous avons négligé le système sécuritaire depuis très fort longtemps. Aujourd'hui le glissement dont parlait M. Maïga tout de suite du centre vers le sud, parce que très longtemps le sud avait pensé que ce n'était pas du tout leur problème et on n'a pas su prendre le maillage nécessaire et encadrer effectivement le banditisme résiduel qui était déjà suffisamment bien installé et la circulation des armes qui n'avaient pas été suffisamment contrôlée, et cela a permis effectivement d'installer des armes un peu partout à travers tout le Mali. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup de caches d'armes dont l'État ignore tout aujourd'hui. Il suffit que quelques éléments mal intentionnés se mettent d'accord pour qu'on prenne des armes et on attaque tout azimut. Donc il faut faire le distinguo entre cette insécurité résiduelle, le banditisme et le djihadisme. D'accord. Mais malgré la mise en place du centre de commandement de la force G5 Sahel à Sévaré et le centre de coordination d'alerte précoce aux menaces sur la sécurité, le pays n'est toujours pas stable. Qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, il faut juste comprendre que la difficulté de ce système, c'est qu'on a pensé que le problème, la solution, elle est militaire. Alors qu'en réalité, cette insécurité, la solution, elle n'est pas que militaire. C'est vrai que le G5 est installé dans la région de Mopti, mais en réalité, cette forme d'infiltration que nous avons, parce que c'est des éléments infiltrés en réalité. Vous n'avez pas une armée classique
classique qui est là en train de faire la guerre, c'est une partie de la population qui s'est retournée contre le pays en réalité. Aujourd'hui, les djihadistes, ils bénéficient d'une grande complicité à l'intérieur parce que pour certains, à un moment donné, l'État n'a pas existé. En termes de justice, en termes de redistribution de la richesse, il y a plein de problèmes qui ont fait qu'effectivement, les gens se sont plus ou moins retournés contre l'État et pour prendre parti pour cette forme de gouvernance islamique. Donc il y a une petite sympathie que je pense qui pose énormément de problèmes aujourd'hui à l'État. Et donc le problème, il n'est pas que militaire. Il s'agit d'aller à plus d'informations, à plus de maillage et à une bonne distribution de la justice. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, oui, vous voulez réagir par rapport à cela? Oui, allez-y. Enfin, vous êtes un peu dans l'immédiateté. Les mesures dont vous parlez sont en train d'être mises en place. Vous avez évoqué le centre de commandement de la force conjointe du G5 Sahel qui est basé à Sévaré. Oui. La première opération de la force conjointe a eu lieu en fin octobre. Fin octobre, début novembre. Je crois qu'il est trop tôt d'ailleurs pour avoir un bilan de cette opération-là. Elle n'est pas à sa pleine opérationnalisation, la force conjointe du G5 Sahel. D'ailleurs, une réunion est prévue à Paris pour mobiliser justement les fonds nécessaires à sa pleine opérationnalisation pour la première année. Donc je crois qu'il est trop tôt pour parler d'échec ou de succès de cette force conjointe du G5 Sahel. Après, vous avez également évoqué le centre de commandement d'alerte précoce. Quand on parle de ça, on est dans l'anticipation, dans la prévention. Donc il faut espérer que la mise en place de ce centre de commandement puisse éviter justement au Mali des crises futures. Je pense que c'est plutôt en termes de timing ce qu'il faut retenir. Je voudrais peut-être revenir à la première question. Oui. Alors, je pense effectivement qu'il y a une insécurité qui se propage du nord vers le sud du pays, une insécurité résiduelle dans le sud, mais quelque part c'est un peu la conséquence aussi de la trajectoire qu'a prise la situation depuis 2013 après l'intervention franco-africaine. Vous aviez en 2012, début 2013, une occupation des villes, des centres urbains principalement, Gao, Tombouctou et Kidal. Donc il y avait très peu d'attaques, très peu d'actes d'incidents sécuritaires, ce qui est tout à fait normal parce que les groupes contrôlaient ces espaces-là. À partir de 2013, ce qui se passe, c'est qu'on assiste quand même à un changement de mode opératoire. Ces groupes n'ont plus le contrôle de ces espaces-là. Donc il faut, par des attaques plus ou moins sophistiquées, déranger la présence des forces internationales, déranger la présence des forces armées maliennes. Et c'est ce à quoi on assiste. Donc on peut reprocher effectivement aux autorités maliennes la faible anticipation dont elles ont fait preuve dans le cas du centre, mais ces attaques qui se produisent au nord sont un peu la conséquence de la physionomie de la situation sécuritaire. D'accord. Alors, Monsieur Alassane, vous venez d'écouter tout de suite Monsieur Maïga et Monsieur Bokoum. Partagez-vous le même avis qu'eux? Oui, je le partage. En fait, il y aura très peu de discordance sur l'analyse de la situation sécuritaire actuelle au Mali. Maintenant, là, je pense qu'il faut simplement se dire tout ça est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a assisté à une évolution, on a dit une progression du nord vers le sud. Mais tout cela s'explique par l'incapacité des acteurs, en fait, des gouvernants à anticiper. C'est-à-dire qu'il faut appeler le chat par le chat. La situation aujourd'hui de l'insécurité se pose en termes de gouvernance. Est-ce que les gens ont encore confiance dans le peu d'États qui existent au nord, dans ces régions et au centre? Progressivement, on voit ces soi-disant djihadistes, ou en tout cas ces gens qui font les enlèvements, être dans une logique de rendre justice. Le dernier maire qui a été enlevé était revenu. Et le motif, en fait, l'explication qui a été donnée, c'est que il a payé sa dette et il est revenu. Donc, quelque part, il y a une certaine reconnaissance, peut-être, je ne veux pas généraliser, mais de quelques populations dans ce que fait les djihadistes. Ils rendent la justice juste.
Maintenant, si les représentants de l'État qui doivent faire cette distribution de la justice ne distribuent pas la justice de façon juste, de façon équitable, et qu'il y a de nouveaux acteurs qui prétendent être les vrais distributeurs de la justice, mais quelque part, la tendance est là qu'il y a accointance entre les populations, en tout cas certaines franges de la population, et ces djihadistes. Et au fil du temps, plus l'État est absent, plus ces gens y travaillent, et ils confortent leur position, et cette tendance va effectivement glisser totalement vers le sud. Et c'est ce qu'il faut craindre aujourd'hui. Il y a une crise de confiance au niveau de la distribution de la justice qui fait que, quelque part, les gens se reconnaissent. Ce fut le cas de Moujao dans le temps à Gao. C'est pourquoi le MNLA était mort de sa belle mort. Quand le Moujao est venu, qui défendait les gens, qui allait prendre celui qui doit de l'argent sans demander le carburant à celui qui doit recevoir. Tout ça, les gens avaient apprécié parce que la gendarmerie, avant, pour aller faire les enquêtes, tout ça, on prenait de l'argent, à la limite, les gens se croyaient rançonnés. Et tout ça avait disparu. Donc, quelque part, on doit questionner la gouvernance de la justice. Et il y a des nouveaux acteurs qui rendent la justice de la façon dont les populations s'attendent. Et quelque part, il y a on peut dire cette complicité. Et il faut craindre que, effectivement, ça ne regagne le sud. Et le risque est très grand. De plus en plus. D'accord. Alors, M. Bokoum... J'ai fait du terre-à-terre. Oui. Fait vraiment du terre-à-terre. D'accord. M. Bokoum, M. Alassane vient de nous parler de questionner la gouvernance, gouvernance de la justice. Qu'en pensez-vous? Moi, je vais un peu plus loin. Je dis qu'il faut même questionner la société malienne. Parce qu'en réalité... Quand vous observez le problème de la justice malienne, c'est qu'au Mali, aujourd'hui, on se trouve que le social a pris le dessus sur le droit. Par nos comportements de la société de tous les jours, par nos cousinages, nos accointances de famille et tout ça. Donc il faut que nous acceptons de changer de comportement. Parce que même au niveau de la justice, aujourd'hui, quand je suis confronté à la justice, c'est de voir est-ce que j'ai un ami qui est dans le réseau, est-ce que je connais quelqu'un. Et la plupart du temps, le Malien, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de société, je m'excuse un peu, c'est très bas parce que nous avons du mal à accepter la vérité. J'ai rarement vu un Malien aujourd'hui qui, après une sanction, reconnaît en toute humilité et dire vraiment je mérite cette sanction, je l'accepte parce que je pense que ça va donner une leçon à ceux qui seront tentés de faire la même erreur que moi. Donc je vais vers un repentir et j'accepte. Tout le monde se victimise, chacun dit non, la justice n'a pas été rendue, je ne suis pas d'accord, même si réellement la justice a été rendue dans certains cas. Donc nous avons un comportement de société que je pense qu'il faut interroger. Parce que nous avons un système d'escalier qui fait que certains bénéficient d'une bonne justice, d'autres pas. Donc cela est accepté déjà dans notre société parce que nous avons des échelons sur lesquels nous n'avons pas d'égalité parfaite. Nous avons encore des mécanismes de féodalisme chez nous et que nous enterrons dans des soi-disant valeurs traditionnelles. Donc tout ça, il faut... le questionnement au niveau de la société. Ensuite, maintenant, la gouvernance, je suis entièrement d'accord que la justice est très, très mal distribuée. Effectivement, ce que M. Maïga a dit, Alassane Maïga a dit tout à l'heure, c'est une triste réalité parce que si l'État est absent, l'État ne rend pas la justice, celui qui viendrait le rendre plus ou moins de façon acceptable à leurs yeux, c'est avec celui-là qu'ils vont aller. L'exemple du maire qu'il a pris, effectivement, nous interpelle. Parce que ça veut dire qu'un maire qui doit de l'argent à un citoyen, j'ai lu l'article, c'est 1,9 million. Et il est enlevé. Et quelques jours après, on nous dit qu'il a été libéré parce qu'il a remboursé les 1,9 million qu'il doit. Est-ce que cela voudrait dire que ce monsieur est allé se plaindre devant le tribunal du Mali ou le tribunal des djihadistes ou ces groupes qu'il a kidnappés, ou est-ce que c'est lui qui est allé se plaindre à ces gens pour qu'on vienne l'enlever? Donc ça veut dire que
Aujourd'hui, nous avons une société qui est complice de cette activité. Donc, complice pourquoi, comme M. Maïga l'a dit, parce qu'ils estiment à un moment donné que la justice est mal rendue. Donc, cette interrogation, elle est nécessaire à tous les niveaux, au niveau de la société, au niveau de... Et surtout l'administration aujourd'hui malienne, il n'y a pas de sanction. Parce qu'aujourd'hui, vous vous trouvez face à un administrateur malien qui commet un acte, vous n'avez aucun moyen de recours. Juste vous partez vous plaindre à la justice, on vous dit que vous êtes appelé à mieux vous pourvoir, mais l'agent qui a commis cette faute n'est jamais sanctionné. Et comment on veut qu'un État fonctionne dans ces conditions? C'est très difficile. Donc l'interrogation, elle est à plusieurs niveaux, ce n'est pas seulement que la justice. Moi, je ne vois même pas un secteur au Mali aujourd'hui où il ne faudrait pas interroger, parce que nous ne savons même pas dans quelle direction nous sommes en train de partir. Nous n'avons pas une réflexion stratégique de base, une orientation même au niveau de la formation. Nous ne savons même pas quel genre de cadre nous voulons former, nous ne savons pas qu'est-ce que nous voulons exactement. Donc tout ça, il faut le re-questionner. Donc comme il l'a dit, la gouvernance, aujourd'hui, il faut la réinterroger, savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays, comment nous voulons qu'il soit gouverné, comment nous voulons l'éthique que nous voulons donner à un Malien, quel contenu nous donnons à notre formation, à notre enseignement, et même l'éducation citoyenne et civique. Quand vous regardez que les djihadistes aujourd'hui prennent beaucoup le pas sur nous, parce que c'est un armement moral. Un djihadiste, il n'a pas peur aujourd'hui de mourir. Est-ce que moi, en tant que Malien aujourd'hui, je suis réellement prêt à mourir pour développer mon pays? Est-ce que je suis arrivé à ce degré mental? Est-ce que je suis suffisamment armé pour dire que si je dois mourir aujourd'hui pour que le Mali aille de l'avant, est-ce que je suis prêt à ça? Mais le djihad, ce militant des combattants, il est prêt à mourir parce qu'il pense qu'il va aller directement au paradis. Il est tellement convaincu de ça qu'il n'hésitera pas à se faire exploser avec une bombe. Et aujourd'hui, si l'éducation est bien intégrée et qu'on a compris les valeurs citoyennes jusqu'à un certain niveau, ça veut dire que les citoyens maliens seraient capables aujourd'hui d'un sacrifice ultime pour relever les défis aujourd'hui qui sont là. Mais je pense que malheureusement, sur tous ces niveaux, il y a vraiment des interrogations. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, vous venez d'entendre tout de suite Monsieur Bokoum par rapport à cette situation. Mais selon vous, où est-ce que toute cette situation va nous mener? Alors, j'ai l'impression que vous me posez la question la plus difficile parce que vous posez à l'instant la question de d'où venons-nous, ce qui est beaucoup plus facile à dire que là où nous tendons, nous dirigeons exactement. Et je pense que M. Bokoum vient effectivement de nous faire une petite analyse sociologique du Malien, très intéressante, et c'est difficile d'être justement en contradiction avec ce que et lui et M. Maïga Alassane viennent de dire. Maintenant, vers où nous nous dirigeons, difficile à dire exactement. Ce qu'on sait, c'est que depuis 2012, la situation progressivement s'empire. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Même s'il y a par-ci, par-là des actions qui donnent un peu d'espoir, on voit que globalement, le contexte reste mauvais et que la situation n'est pas prête de s'améliorer de façon positive, surtout dans le long terme. Après, moi je n'attends que de voir des actes qui peuvent renverser la donne. Je pense que ces actions peuvent être posées à différents niveaux, comme il l'a dit tout à l'heure. Mais effectivement, le citoyen a une responsabilité, mais l'État a une grosse responsabilité dans ce qui se passe. Et l'État, quand je dis l'État, je ne parle pas des autorités actuelles uniquement, mais l'État au Mali de façon générale et historique a une lourde responsabilité dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que, comme le disaient tout à l'heure mes prédécesseurs, il faut interroger la gouvernance. Moi, je pense même que l'État ne gouverne pas dans certains espaces. L'État est présent, mais il ne gouverne pas. Et je vois cette contradiction dans beaucoup d'entretiens que j'ai sur le terrain avec des administrateurs, avec des populations qui pointent du doigt l'absence de gouvernance, parce que on estime que quand l'État est présent, il gouverne, ce qui n'est pas vrai. L'État peut être présent, sa présence peut même être négative ou positive, mais il ne gouverne pas. Parce que la gouvernance appelle à d'autres éléments qui ne sont pas uniquement sa présence physique, sa présence à travers des bâtiments. Voilà, il y a une autre dimension à laquelle renvoie la gouvernance. Et je pense que dans beaucoup de localités, et même malheureusement dans des grandes villes, l'État ne gouverne plus. Mais selon vous, comment est-ce que les populations vivent-elles cette situation-là? Mais c'est simple, les populations se tombent dans les bras des acteurs, des nouveaux acteurs dont il a parlé tout à l'heure. On a des acteurs qui proposent autre chose.
ce qu'il disait à l'instant par rapport au Moujao est une réalité. C'est-à-dire le Moujao, et pas que le Moujao, dans certaines localités, les gens ont compris véritablement qu'il y avait une autre forme de gouvernance qui n'était pas celle de l'État. Une autre forme de gouvernance qui leur était beaucoup plus profitable que la gouvernance sous l'État. Et donc, dans beaucoup de localités, quand vous interrogez les gens, ils ont encore cette nostalgie de la présence du Moujao, de la présence de la Katiba Massina, donc la Katiba de Hamadou Nkoufa. Tout simplement parce que certains principes de base étaient respectés. Il parlait tout à l'heure de la rapidité avec laquelle le service de police du Moujao réagissait. Il y avait même un numéro vert, ce qui peut faire sourire, mais il y avait un numéro vert à Gao à l'époque, et donc n'importe qui pouvait appeler ce numéro vert et se plaindre. Donc il y avait un suivi. Et je pense que ce que les populations attendent aussi de l'État, c'est pas uniquement... bien sûr, il y a l'aspect préventif qui est important, c'est-à-dire que l'État arrive à les protéger. Mais quand l'État est défaillant sur ce plan, il faut que les autorités soient capables justement de poursuivre les auteurs de ces actes-là. Et je pense que c'est ce qui est désolant à un certain niveau quand on voit le peu d'engagement politique des autorités à poursuivre ou à répréhender certains actes. D'accord. Oh oui, monsieur Alassane, vous voulez réagir? Oui, non, ce que je veux dire, c'est que la question sécuritaire, l'analyse de la question sécuritaire au Mali est très complexe. Elle est très complexe, elle est multidimensionnelle et c'est pas du tout aisé d'en parler et peut-être d'être même compris par certains acteurs. Vous voyez, vous dites vers où nous allons maintenant. Moi, j'ai dit pour le court et le moyen terme, je souhaite franchement me tromper, mais je suis un peu pessimiste. Je ne vois pas de perspective aujourd'hui qui me permettent de dire que la situation va se redresser. Je pourrais peut-être dire à court terme. Maintenant, si le moyen et le long terme, évidemment, on pense que tout finit par se résorber avec le temps. C'est sûr qu'avec le long terme, on pourra voir, on pense que la situation va s'améliorer. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre pays, on a comme l'impression que les pouvoirs publics ont baissé les bras. Et sont dans une situation d'attente par rapport à ces organisations internationales qui ont des mandats qui les limitent. En fait, la question aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise de confiance qui risque de déboucher de glisser vers des situations qui ne sont pas souhaitables pour notre pays. Parce que vous voyez, il y a des règlements de compte. Lorsque des gens, les djihadistes, ceux qui s'appellent djihadistes, ils pensent que quelqu'un est proche, en fait n'est pas dans leur logique, on te tue. Lorsqu'on pense que tu es un informateur de l'armée ou du pouvoir, en tout cas, on te tue. Ça amène quoi à long terme? C'est que les gens risquent de s'aligner derrière des gens pour lesquels ils ne sont pas tout à fait convaincus, pour certains, mais certains le sont pour la question de la gouvernance dont on a parlé. Mais il y a autre chose. Il y a aussi, parce qu'on est juste là en train de parler des mouvements djihadistes, mais il y a les groupes armés qui s'organisent, il y a tous les bandits qui s'organisent dans cette affaire, qui créent l'insécurité. Pour le paisible citoyen, il ne fait pas le distinguo entre djihadistes, groupements armés et bandits. Il est rançonné, on lui tire dessus, pour lui c'est de l'insécurité. Et tous ces mouvements sont en train de s'organiser et on a comme l'impression que l'État, lui, ne fait rien. Attend tantôt G5, tantôt MINUSMA, on attend quelque chose de quelque part. Or, aujourd'hui, il est temps et grand temps pour que les gouvernements, je dis bien le gouvernement, se ressaisissent et disent
à la population ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'il faut faire. Les gens ont simplement besoin de parler. C'est Monsieur Bokoum oui. a parlé de questionner le social, notre société. C'est vrai qu'effectivement, il y a tous les c'est-à-dire que c'est tous les démembrements, les compartiments qu'il faut questionner. Mais aujourd'hui, c'est moins la société qu'il faut questionner de mon point de vue. Parce que la société, j'entends par société les populations, en fait. Les populations comprennent si on les parle. Ils veulent juste avoir une vision, un leadership, quelque chose qui leur permette de suivre. Et aujourd'hui, par rapport à la question sécuritaire, c'est ce qui semble manquer. Quand vous suivez l'enlèvement du juge de Nyono, le gendarme, le CB qui a été enlevé, depuis il y a des communications, on ne sait pas quelle est la position de notre gouvernement. On ne sait pas qu'est-ce qui va suivre. Effectivement, la sécurité, c'est vrai, n'a pas besoin de trop de communication. Peut-être qu'ils sont en train de travailler, on le leur concède. Mais on veut, par rapport à la question globale de la sécurité, savoir quelle est la direction que prend le pouvoir. Ça aide les gens à se réarmer moralement au niveau du terrain. D'accord. Alors, Monsieur Mega, vous avez parlé de la rencontre prévue le mercredi concernant le G5 Sahel. Mais ne pensez-vous pas que l'attente est énorme par rapport à la demande ? Alors, les attentes sont toujours énormes quand on est dans une situation d'extrême, oui. De crise aiguë comme l'est le Mali aujourd'hui et comme le sont probablement d'autres pays. Les attentes sont toujours trop élevées. Mais est-ce qu'on peut reprocher à des populations qui sont confrontées à ce type de situation de ne pas avoir des attentes parfois démesurées ? Maintenant, est-ce que le G5 Sahel va tout résoudre ? Bien sûr que non, bien entendu que non. Parce que l'action collective est importante à un certain niveau. Mais il ne faut pas oublier que l'action étatique aussi l'est. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un regroupement régional, de combiner ou de mutualiser les efforts pour arriver à faire face à des menaces transnationales. Parce que les groupes aujourd'hui, quand ils attaquent au Mali, ils se replient soit au Niger, soit au Burkina Faso et vice-versa. Il y a des groupes qui attaquent au Niger et qui se replient au Mali justement parce qu'il n'y a pas d'administration ou de force ou une présence des forces de défense et de sécurité. Donc c'est important de mener une action collective dans ce sens-là. Mais tous les défis dont on a parlé depuis le début de l'émission ne peuvent pas être résorbés par la force conjointe du G5 Sahel qui est essentiellement, qui a une approche sécuritaire, militaire de la question. C'est pour cela que le G5 Sahel, c'est pas que la force conjointe du G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'est aussi une vision politique. On veut bien leur concéder cela. Maintenant, est-ce que les pays ont les moyens de mettre en œuvre cette vision politique ? J'en doute fortement parce que la preuve, c'est qu'ils sont en train de chercher partout où ils peuvent trouver ces moyens-là. Mais je pense que le minimum que les États peuvent faire, c'est déjà d'engager des actions nationales qui ont un impact sur les populations. Et il l'a dit tout à l'heure, il faut bien sûr une direction, il faut des propositions aux populations qui n'attendent que ça, qui sont désabusées. Et la crainte, je pense à ce niveau-là, c'est qu'on assiste finalement, et c'est l'impression que j'ai depuis quelque temps, à une espèce de violence de basse intensité, comme on l'a vu sur d'autres théâtres de conflits, que tout nous paraisse finalement normal, une attaque par-ci, une autre par-là, un enlèvement, que ça devienne le quotidien, que les gens finissent par se dire finalement, mais c'est l'actualité de notre pays. On ne va pas s'en sortir, donc il vaut mieux passer à autre chose. Or, on ne peut pas passer à autre chose si on ne règle pas ces problèmes fondamentaux-là. On a également, peut-être, on est passé un peu trop rapidement sur la situation politico-sécuritaire liée justement à la négociation entre des groupes armés politiques et l'État malien. Effectivement, il y a des problèmes qui sont posés par les groupes qu'on qualifie de djihadistes à tort ou à raison, mais il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire la résolution du conflit malien, comme on l'appelle, entre le gouvernement malien et les groupes armés signataires. Quelles sont les perspectives pour la résolution également de cette dimension de la crise qui, à mon avis, si elle est résolue, permet au moins de faire face à des choses sérieuses et d'intérêt national. D'accord. Nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur l'insécurité dans le pays. Nos invités sur ce plateau, Ismaël Alassane Meiga, sociologue, Boubacar Bokoum, politologue, Ibrahim Meiga, chercheur à l'ISS Mali. Alors, selon certains analystes, pour faire face aux terroristes, plusieurs pistes sont à explorer. Utiliser les mêmes modes opératoires que les djihadistes en évitant de sauter sur les mines ou former des brigades mobiles. Qu'en pensez-vous, monsieur Alassane? Non, ceux qui pensent comme ça, je pense qu'ils sont... En fait, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais on ne peut pas utiliser le même mode opératoire que ces djihadistes. En fait, c'est pas... je vais dire pour le Mali, c'est une armée républicaine qui a sa façon d'opérer comme toutes les armées. Maintenant, il faut peut-être que l'armée se prépare à beaucoup plus de prospective et d'anticipation et de ne pas rester dans une position défensive, parce que c'est le constat ou disons la conception qu'on a souvent de notre armée, c'est que les gens ils sont à des postes militaires qui sont supposés être dans des positions critiques. Et les djihadistes les trouvent là, en train de dormir, on les tue. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient préparés et se disent qu'ils sont en guerre et permanemment, ils doivent être dans cette position alerte. Maintenant, ce que je vais dire, pour revenir un peu sur... l'armée ne peut pas. En revanche, la population doit être préparée à soutenir l'armée régulière, l'armée nationale, à soutenir toutes les forces qui soutiennent le Mali à la reconquête de sa stabilité. Ça veut dire quoi? C'est en termes de renseignement, d'information, mais au niveau des mouvements, je pense que, en tout cas de mon point de vue, ce serait illusoire de penser que l'armée va faire la même chose que les groupes armés et les bandits. D'accord. Oui, monsieur Meiga. Non, finalement, on ne va pas laisser parler notre ami Bokoum, qui s'impatiente. Mais effectivement, je ne sais pas ce que vous entendez concrètement par utiliser le même mode opératoire que les groupes qualifiés de djihadistes. Je peux revenir sur la partie, oui, que utiliser les mêmes modes opératoires que les djihadistes en évitant de sauter sur les mines ou former des brigades mobiles. Alors, comme il l'a dit, effectivement, l'un des reproches qui est fait aux armées régulières de la région, c'est ce positionnement statique qui les rend vulnérables parce qu'ils sont parfois pas... parce que dans l'absolu, celui qui est statique, qui est plus vulnérable parce que voilà, c'est une cible facile. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'être mobile, autant mobile qu'on le souhaite? Ça c'est une autre interrogation qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, les deux méthodes sont employées par les forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas penser que les gens sont statiques à tout moment et dans toutes les circonstances. On a également vu des brigades mobiles exactement tomber dans les embuscades. Donc ce n'est pas une solution parfaite. Maintenant, il faut d'autres moyens de type aérien, en termes de renseignement, sur le plan stricto-militaire. Mais évidemment, il ne faudrait pas réduire la question sécuritaire à que du militaire ou à que du sécuritaire. D'accord. Oui, M. Bokoum. Je pense qu'une partie a été déjà prise en compte par M. Maïga, parce que c'est effectivement la position statique et la position et les dispositions de nos casernes. Quand vous regardez, quand on vous donne un point aujourd'hui au Mali, on vous dit ça c'est un camp militaire. Quand vous y allez, vous trouverez plutôt la famille des militaires, leurs enfants. Est-ce qu'on appelle ça un camp militaire? Ça veut dire que si vous attaquez cette position, vous avez plus de chances de tuer des civils que réellement des militaires. Donc, toutes ces conceptions sont à revoir. Maintenant, nos différents checkpoints. Quand vous observez au niveau des checkpoints, vous avez un groupe d'hommes avec des armes légères qui, en principe, ne sont pas là pour faire la guerre, qui doivent juste assurer une sécurité par rapport à une population civile. Donc, avec une petite arme légère, quand vous êtes attaqué par une structure bien armée et un commando bien armé, vous ne pouvez pas tenir, c'est pas possible. Donc, l'esprit de dire qu'il faut aller vers des brigades mobiles,
c'est compliqué pour une armée régulière. On peut faire des petits détachements pour faire de la prospection, pour voir en position avancée ce qu'il y a, faire l'éclaireur et voir comment tout cela fonctionne. Mais on ne peut pas avoir sur l'ensemble, comme notre pays est vaste, sur l'ensemble du territoire dans la zone nord, avoir des brigades mobiles partout. On n'en a pas les moyens, on n'en a pas les hommes, on n'a pas la technologie nécessaire pour surveiller toutes ces zones. Parce que cet aspect de la brigade mobile, c'est de la surveillance en réalité. C'est une logistique qui consiste à dire qu'il faut circuler en permanence dans le Sahara pour savoir ce qui s'y passe. Et nous n'avons vraiment pas les moyens d'aller à ça. C'est pourquoi, effectivement, le G5 en venant, et récemment avec la MINUSMA, il était convenu que la MINUSMA apporte un certain nombre d'appuis au G5 en termes d'appui logistique. Peut-être que cela pourrait soulager un peu en termes de surveillance aérienne, en termes de renseignement, en termes de transport des troupes ou des blessés. Donc ça pourrait éventuellement soulager un peu le G5. Comme il l'a dit, effectivement, si on prend le problème que sur l'axe sécuritaire, ça va poser d'énormes problèmes parce que nous ne pouvons pas armer toute la population. Maintenant, je pense qu'il faut revenir à l'éducation citoyenne. Comme je l'ai dit, il y avait dans les années 80, sous le régime de Moussa Traoré, le service national du jeune qui avait été créé en son temps. Je pense qu'il faut revenir à l'éducation citoyenne. Parce que c'est que M. Maïga et Alassane ont dit tout à l'heure, l'information pour la donner, il faut que d'abord que tu comprennes c'est quoi la citoyenneté, c'est quoi la patrie, pour accepter d'aller à un minimum de sacrifice ou à un sacrifice ultime pour donner l'information et accepter de mourir parce que tu as donné une bonne information et tu sauves d'autres vies. Alors, donc, tant que la formation citoyenne n'a pas atteint un certain niveau, ce genre d'engagement, on ne l'aura jamais. L'information, comme on le souhaite, on ne l'aura pas. Et même la qualité de l'information et la pertinence de l'information, nous avons du mal en tant que citoyens ordinaires à comprendre même dans quel schéma nous sommes. Ensuite, aujourd'hui, quand tu prends même la totalité de l'insécurité au Mali, quand tu vois même le comportement des hommes politiques, souvent j'ai l'impression que est-ce qu'ils comprennent le danger qu'ils sont en train de faire courir au pays en ne se mettant pas d'accord sur un schéma, une direction dans laquelle le Mali doit aller. Donc tout ça, c'est des choses qui font que tant que les leaders politiques aussi n'ont pas une éducation citoyenne assez avancée, donc cette convergence, elle est difficile. Récemment, je crois avoir vu sur les réseaux sociaux une dame qui a voulu narguer le Mali en mettant le drapeau de l'Azawad. Et un ministre de l'État était sur les lieux, qui n'a pas eu le flair de comprendre que c'est un affront à l'État et qui n'a pas su réagir de façon prompte sur le coup. Donc ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup d'éléments qui échappent. Je suis certain que si c'était quelqu'un qui a reçu, qui a fait qui a travaillé, qui a servi le pays sous les drapeaux, qui sait c'est quoi le Mali, qui a une certaine vision de la chose, ce genre de choses n'arrivera jamais. Donc je pense que peut-être que voilà, ça peut être, je regarde de façon un peu très sévère cette attitude, mais je dis juste que si nos concitoyens sont bien formés, ça éveille de la vigilance à ce niveau. Parce que tout ça, ça fait partie de la guerre. C'est une guerre de nerfs psychologiques. Quand je vois ces bonnes dames avec le drapeau de l'Azawad en train de faire le V de la victoire, mais ça veut dire quoi? C'est un message politique très fort. Ça veut dire que quelque part, nous-mêmes, nos gens qui étaient dans la salle n'étaient pas suffisamment formés pour pouvoir très rapidement comprendre ce qui se passe et prendre les mesures idoines. Donc, à tous les coups, on se fait surprendre par des petites choses qui, juste parce qu'on n'est pas suffisamment formé, on n'est pas suffisamment prêt. D'accord. Oui, alors, oui, mais... Oui, je voulais juste rebondir un peu sur l'intervention de mon frère. En fait, on était tous très outrés par cette attitude, cette histoire de drapeau. Et je me suis quand même permis de creuser un peu pour comprendre si vraiment un ministre de la République était là, dans la salle. Ce qui m'a été expliqué, c'est que, bon, les images, souvent, on montre les images de façon qu'on peut donner une impression qui n'est pas. Le ministre n'avait pas vu le drapeau, l'écharpe en question. La seule fois où, en tout cas, le secrétaire général du ministre a été en face de l'écharpe, elle a dit à la dame de l'OT. Elle a fait intervenir des gens et ça n'a pas marché. Et elle a demandé à la sécurité, c'était à l'Assemblée nationale, de sortir la dame de la salle. Et ça, c'est un échange que j'ai eu avec vraiment le cabinet du ministère.
parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce qu'un ministre de la République pouvait être là avec un signal comme ça. Pour peu que la femme soit dans la provocation, on peut gentiment lui dire que, bon, elle peut avoir sa différence, mais ici on est dans un forum national. Voilà, donc... Sans polémiquer, moi j'ai vu une photo de Madame la ministre avec la bonne dame et avec son écharpe. Non, en fait, c'est une dame qui ressemble à la ministre. C'est pas, si vous regardez très bien cette photo... C'est une mise en scène. Non, c'est pas la ministre, hein. Okay. C'est pas la ministre de... Effectivement, des gens ont pensé que c'était la ministre parce qu'elle était même... sur la poitrine pratiquement de cette dame que le V était formé. Et il ne s'agissait pas de la ministre. Autant pour moi. Oui, M. Maïga, vous voulez réagir par rapport à ça? Mais je vais peut-être réagir à autre chose, à la force conjointe du G5 Sahel et à la nécessité de dépasser le prisme sécuritaire. Oui. Je lisais justement dans la presse un excellent reportage, une excellente enquête d'une journaliste basée au Burkina qui racontait l'histoire d'un jeune qui avait été engagé dans Ansarul Islam. Pour ceux qui suivent un peu la situation au Burkina, c'est ce groupe qu'on qualifie de djihadiste et qui opère dans le nord du Burkina et qui explique effectivement dans son récit pourquoi il a rejoint le groupe Ansarul Islam et pourquoi il ne regrette pas aujourd'hui. Il a quitté le groupe Ansarul Islam, mais pourquoi il ne regrette pas d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire tuer des militaires. Et c'est pour vous expliquer un petit peu la nécessité de dépasser le prisme sécuritaire. Aujourd'hui, quand la force conjointe du G5 Sahel opère, elle arrive dans des localités, une opération est menée pendant 2 semaines, 3 semaines, elle répare. Donc ça veut dire que les populations n'ont plus la protection qu'elles avaient 2 ou 3 semaines avant. D'où la nécessité d'avoir les populations avec elles. Parce que quand on fait une opération, on répare, les populations ne se sentent pas assez sécurisées pour se livrer totalement aux forces de défense et de sécurité pour leur donner les informations qu'il faut. Et une autre chose, c'est qu'en plus de l'opération stricto-sécuritaire, il est important de mettre en place des mécanismes de justice qui font que les populations qui estiment avoir été lésées dans le cadre d'opérations militaires puissent se tourner vers la justice et que la justice réponde justement, qu'elle permet à ces populations qui estiment avoir été lésées de recouvrer leurs droits. C'est extrêmement important parce que comme ça vous brisez un petit peu le cycle infernal, le cycle vicieux l'armée attaque, elle fait des bévues et on assiste à un engrenage interminable. D'accord. Le temps nous fait défaut. Monsieur Bokoum, un mot de la fin avant de conclure le débat. Bon, le mot de la fin, c'est juste demander à l'État malien quand même de prendre toute la mesure de l'insécurité et de voir dans quelle mesure le maillage sécuritaire, comme l'a dit M. Maïga, qui n'est pas seulement que militaire, dans une bonne distribution de la justice et que administrativement qu'on commence une fois de plus quand même à voir au Mali que quand des gens font des fautes, qu'ils soient sanctionnés. Et je pense que ce mécanisme de régulation, parce que comme il l'a dit, la sécurité viendra d'abord de comment nous-mêmes nous allons encadrer notre propre État avant de demander l'aide de nos autres partenaires. Une fois que nous sommes ensemble et que nous soufflons tous dans la même trompette, je pense que c'est facile de nous accompagner. D'accord. Merci. Cela met fin à ce débat sur l'insécurité. Un grand merci à nos invités. Ismaël Alassane Maïga, sociologue, Boubacar Bokoum, politologue, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS Mali. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Phili Dambélé. La régie vidéo est assurée par Peting Diarra. C'est une réalisation de Ibrahim Diallo, une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.